Donc, ce soir, l'idée, c'était un peu de vous montrer de façon peut-être semi-humoristique et semi aussi sérieuse, professionnelle, parce que bon, hein, un peu les enjeux auxquels vous faites face. Et il y a peut-être bien des affaires là-dedans que vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, chez nous, c'est comme ça. » Donc, tous ces défis-là avec lesquels les jardiniers urbains ont à composés et qui ne sont pas nécessairement le propre des jardiniers qui vont être plus en banlieue ou plus en campagne. Donc, la ville apporte son lot de défis. Donc, voilà. Donc, première chose, je vais juste faire une petite parenthèse historique par rapport à l'horticulture et l'agriculture et tout. Ça fait quand même 12 000 ans, là, plus ou moins 4 ans, je vais dire, là, je niaise un peu, là, mais depuis que l'homme a commencé à pratiquer l'agriculture, on prend soin des plantes, on entretient, on cultive, on sème, on récolte. Donc, c'est pas nouveau. Alors, c'est juste ça que je veux dire, que de jardiner, souvent, on a l'impression « Oh mon Dieu, l'agriculture urbaine, quelle nouvelle tendance! » Mais non, ça fait quand même 12 000 ans qu'on s'amuse à, comme ça, à planter des fleurs, à les cultiver. Donc, et parfois, c'est d'une simplicité extrême. Tu sais, des fois, on se casse beaucoup, beaucoup la tête pour faire pousser des plantes, mais des fois, c'est très, très simple et on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et de plus en plus, avec les nouvelles approches et là où on s'en va, où on a de l'horticulture, où on tend vers le plus naturel, on tombe moins le gazon, les gazons moins parfaits. Tu sais, on va commencer à être capable à dire aux gens shame on you pour ton gazon parfait, là, tu sais, donc ils vivent la diversité, ils vivent tout ça, donc fait que c'est beau où ce qu'on s'en va en horticulture parce qu'on s'en va dans un endroit où on va laisser un peu plus aller la nature, moins contrôler nos choses, donc bien intéressant tout ça. Et bien sûr, l'autre extrême, c'est ça, c'est les jardins hyper contrôlés. Donc là, on part de loin. Alors ça, bien sûr, on va s'éloigner de ça. Et je vous rassure et je vous réconforte, un beau jardin, ça n'a pas besoin d'être ça. Donc, et quand on a les bons yeux, le bon regard, on voit dans un jardin qui a l'air d'un fouillis, on le voit qu'il y a une intention puis qu'il y a une composition. Alors, vive le bordel donc, dans nos jardins. Donc, et tout ça pour dire que le jardinage, ça tombe bien, je ne savais pas qu'il y aurait des CPE, mais le jardinage, c'est un jeu d'enfant. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Et à partir du moment où on sait un peu le petit b.a.-ba, les bases, donc on peut vraiment très facilement arriver à faire de très, très beaux jardins. Donc, et même en ville. Et donc, comme je le disais, je le souligne encore une fois, l'urbanisation, donc la densification des villes, le fait qu'il y a de plus en plus de béton rend cette urgence-là et cette importance-là de jardiner, donc, et de planter de la végétation encore plus importante parce que non seulement on a la mission d'embellir, mais on a la mission de purifier l'air, de contribuer à la réduction des îlots de chaleur. Donc, nos actes de jardinage ont beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc, premier grand défi, ça va être la pollution de l'air. Donc, pollution de l'air, bien sûr, ça, c'est intéressant parce que c'est quand même la chose qu'on voit le moins, mais qui a quand même un impact certain sur les plantes. Fait que je vais rentrer dans le détail. Donc, je vais juste passer vite un peu les grands thèmes, les défis de la ville. Donc, la pollution de l'air, le fait que les espaces sont restreints. Donc, souvent, on a un multiplex, un triplex, on a trottoir du voisin, mon trottoir, le trottoir en face de la rue, on a la bâtisse et c'est ça notre terrain, c'est ça notre terrain de jeu. Donc, on a de petits jardins, des petites cours arrière. Alors, il faut vraiment être hyper créatif donc dans ces endroits-là pour être capable de faire quelque chose de beau puis d'intéressant. Donc, c'est un beau défi, les espaces restreints que j'adore. Et bien sûr, en ville, on a quelques voisins. Donc, pas énormément, je veux dire quelques-uns. Donc, ça aussi, c'est un défi quand on travaille et on veut avoir un peu d'intimité dans sa cour, on va avoir un petit coin tranquille. Donc, on a à penser à, bon, il y a quelqu'un au 3e étage là-bas, il y a quelqu'un voisin là, l'autre à côté est fatigant. Donc, et tout ça. Alors, il y a moyen de faire disparaître les voisins comme par magie grâce aux plantes, je vous le dis. Donc, on va y revenir. Et bien sûr, en ville, en général, on travaille avec un sol de première qualité. Oui, monsieur. Hein? Je veux dire, quand on creuse un trou à Montréal, hein, c'est beau ce qu'on trouve en dessous. Donc, écoute, ça prend un pic, ça prend la machinerie mécanique pour excaver, ça prend quasiment une pépine pour être capable de planter une vivace. Donc, alors, tout ça, ça fait partie aussi de la réalité de la plupart des jardiniers urbains. Donc, ce magnifique sol. Et ou carrément pas de sol. Donc, ça arrive parfois qu'on achète un multiplex, un bas, et puis un bas de triplex, et puis que la cour, elle est entièrement asphaltée. En avant, c'est de l'asphalte. Donc là, on arrive à des endroits où comment on fait pour jardiner quand il n'y a carrément pas de place pour planter. Alors, ça nous force à développer un petit peu des idées. Alors là, je reviens sur tout ça. Donc, tout d'abord, la pollution de l'air. Comme je vous disais, c'est la chose la plus
sournoise ou la plus discrète. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on n'observe pas, mais c'est bien réel. Donc, la pollution de l'air et la pollution des villes va avoir un impact sur les végétaux. Là, j'y vais un peu par cœur, là, je ne regarde pas la diapo, là. Notamment en ce qui est de la... Je veux dire la fin de vie d'une plante. Quand l'automne arrive, vous allez voir qu'en ville, les arbres vont faire « OK, là, c'est beau, là, je suis plus capable. » Donc, les arbres vont prendre leur couleur d'automne plus tôt, vont perdre leurs feuilles plus tôt. Donc, et ça, c'est vraiment un des effets de la pollution, donc de la pollution de l'air, de dire la plante a dit « OK, là, c'est beau, là, je vais tomber en dormance, là, puis je vais arrêter. » Fait qu'il y a comme souvent, les plantes vont mourir un peu plus tôt, bon, tomber en dormance. Donc, on va observer comme ça des croissances qui sont un peu plus ralenties. Donc, le SO2 dans l'air va venir un peu compromettre tout le phénomène de photosynthèse. Là, je ne rentrerai pas dans le gros détail, là. Mais donc, ça fait que les plantes poussent moins vite. Donc, elles se développent moins. Il y a de la compétition, donc, pour l'oxygène. L'ozone aussi va venir occuper de la place qui devrait occuper l'oxygène, donc dans la feuille. Donc, tout ça, ça va venir un peu comme ralentir la croissance. C'est sûr que dans les faits, quand on jardine en ville, on ne l'observe pas. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire « Ah oh, oui, ma plante souffre de pollution et pas celle-là. » C'est pas comme ça. Mais dans un effet global et général, les plantes vont effectivement avoir des réactions, moins bien survivre à l'hiver. Dans les villes, Montréal, c'est extraordinaire parce que tu ne peux pas faire pousser une lavande à Montréal. C'est impossible de faire pousser, à moins qu'il y en a qui me disent qu'il y en a dans leur cours, là. Oui! Vous voyez, 1 sur la gang. Ah, 2! Donc, 3. Bon, OK, ben ça y est, je dis des niaiseries. Mais faire pousser de la lavande à Montréal, c'est vraiment, vraiment difficile. Et en Abitibi, là, sont magnifiques, les lavandes. Sont incroyables. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la neige. Ils ont une épaisseur de neige qui est le meilleur protection hivernale, la meilleure couverture qu'on peut avoir pour faire survivre nos plantes, c'est la neige. Donc, mais souvent à Montréal, la neige fond trop vite, on se ramasse avec du verglas. Là, après ça, il fait froid, il fait chaud, et là, les plantes succombent. Donc, alors, il y a tous ces phénomènes-là qui sont vraiment propres aux villes et qui font que c'est des beaux, beaux défis. pH du sol, mais ça, je dirais ça pour l'ensemble du Québec. Là. Donc, les plus acides, bien sûr, vont acidifier le sol. Et si le sol est trop acide, bien là, les plantes sont moins capables de manger les vitamines dans le sol. Alors, c'est plus compliqué un peu. Fait que ça, c'est grosso modo les effets de la pollution. Mais cela dit, je vous rassure, quand même, on est capable de faire pousser des plantes, bien sûr, parce qu'il y en a partout, là, donc c'est pas un empêchement majeur, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie des défis de jardiner en ville, c'est qu'on dirait qu'il faut comme en planter plus pour avoir le même effet. Donc, on n'a pas le choix, fait que doubler la grandeur de vos superficies de plate-bande, c'est pas mal ça le message. Donc, espace restreint, ça, c'est l'immense défi et c'est celui que j'aime beaucoup. Donc, c'est petit, des jardins de ville, c'est vraiment pas gros. Des fois, c'est pas plus gros qu'ici, la scène sur laquelle je suis. Là. C'est ça, l'espace de jardinage. Alors, bien sûr, ça amène des défis parce que dans cet espace-là, il faut qu'on soit capable de créer quelque chose qui est design, harmonieux, qui a des jeux de hauteur, des floraisons pour toutes les saisons, des affaires qui se mangent, des affaires, tu sais, des colorations d'automne, tu sais, rajouter la liste là, de tous les critères là, de l'aménagement complet. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à mettre dans un si petit espace. Donc, ça amène ces défis-là, mais qui sont quand même assez faciles. Et puis là, j'ai mis cette photo-là, je pense que je vais y revenir. Je vais y revenir plus tard. Je vais revenir à ça. Donc, ici, vous voyez, petite cour de ville. Donc, et dans cette cour de ville-là, on a réussi à avoir une terrasse. On sort de la porte patio, petite terrasse en pavé uni. Donc, après ça, une petite marche, un espace de pelouse, toi, pour mettre une chaise de soleil pour se faire bronzer, des plates-bandes fleuries. C'est tout petit, là. Ça se marche, ça, en l'espace d'1 seconde et demie. Donc, mais on a réussi à créer des aires, des zones. Fait que ça, c'est quand même le fun, c'est de dire, bien, un espace, le coin manger, le coin repos, le coin jeu. Donc, d'avoir quand même dans ces petits espaces-là des subdivisions. Et parfois, c'est juste par le pavé, par de la végétation, des arbres un peu plus haut. On fait un petit écran, on va en arrière. Oups, surprise, on a quelque chose, on a une petite découverte. Donc, les petits jardins, on doit vraiment comme maximiser son espace. Puis ça, souvent, ça se fait avec le plan, le dessin, tu sais, de dessiner nos affaires sur le papier pendant l'hiver pour organiser nos trucs. Puis après ça, au printemps, bien, allez hop, on déplace des choses puis on réorganise. On utilise tout l'espace, on maximise. Partout où on peut mettre des plantes, on en met. Donc, les rampes de balcon deviennent des support à jardinière. Beaucoup de gens font grimper de la plante grimpante, du houblon sur ces escaliers. Donc, il y a vraiment tout ça là, qui peut être maximisé.
Les murs, donc tout ce qui est jardinage à la verticale, donc exploiter les murs, vos murs de briques. Et ça, c'est le meilleur anti-graffiti de la Terre. Donc, quand il y a une plante grimpante sur un mur, ils ne vont pas taguer, ils ne vont pas tasser les plantes pour faire un tag. Tu sais, fait que c'est vraiment... fait que ça, souvent, si vous êtes le côté de maison qui donne sur la ruelle, c'est juste une tranchée, hop, une vigne vierge, rien de compliqué. Et malgré le mythe, sachez-le, ce n'est pas la vigne vierge qui endommage le mortier. Ça, c'est un gros, gros mythe qu'il faut faire tomber. Donc, c'est que le mortier est déjà usé, il est déjà vieux, il est dû pour être fait. La plante, elle fait juste dire, OK, là, ça fait dur, je ne suis pas capable de m'accrocher là, parce que tout s'agrège. Mais ce n'est pas la plante qui... En fait, au contraire, la plante fait durer un peu plus longtemps le mortier entre les briques. Alors, donc, c'est une protection pour la qualité du mortier. Alors, n'hésitez pas, donc, des structures, donc, travailler à la verticale. Donc, on n'a pas de place. Fait que de travailler comme en hauteur, c'est une très, très bonne idée. Et bien, ici, balcon, donc des fois, on n'a même pas de cour arrière, on n'a qu'un balcon. Alors là, go, le balcon, là, puis là, vous voyez, ça, c'est un petit peu extrême, là, des boîtes à fleurs sur le mur enlignées, le tuyau, tu sais, les petites boîtes. Moi, perso, les petites boîtes sur le tuyau ne me font pas capoter, parce que ça, c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu arroses 4 fois par jour, là, pour que ça reste intéressant, là. Donc, alors moi, je vous le dis tout de suite, peut-être je vais le redire plus tard, mais des gros pots. T'sais, au lieu d'avoir 6 petits pots, là, mettez un gros pot, un gros bac. Comme ça, l'humidité dans le sol, ça va rester longtemps, puis ça va vous permettre de cultiver vos plantes. Puis il y a même des plantes qui vont passer l'hiver là-dedans, donc même sur un balcon. Alors, ça, c'est vraiment, si on a des gros bacs, des bons volumes de terre, là, c'est vraiment ça. Fait que bien intéressant tout ça. Alors, c'est ça. On maximise quand on travaille en ville. Chaque raccoin où on peut rentrer une plante dans un trou, une craque, on l'exploite. Donc, voilà. Et je reviens à ma belle photo de façade. Ce qui est intéressant de cette photo-là, c'est que les 3 plantes, parce que c'est un aménagement à 4 plantes à peu près, ce sont des plantes envahissantes. Ça, c'est le genre d'affaires que dans une plate-bande de madame en banlieue, on ne mettrait jamais, jamais, jamais ça. Donc, alors, on avait une petite plante jaune qui est le lysimac, donc l'herbe aux écus. Puis dans le milieu, on a quelque chose de vert foncé. Donc, ça, c'est le pachysandre, qui est un couvre-sol. Et en arrière, dans le fond, il y a des grosses feuilles, le pétasite géant. Donc, il y a de la ligulaire aussi là-dedans, là, comme un peu mélangé. Mais ces 3 plantes-là, c'est des plantes qui, dans n'importe quel autre contexte, on y va doucement, on plante ça avec sagesse. Mais dans un sol comme ça, vous voyez, c'est comme un petit carré, un arbre qui mange tout, qui boit tout, qui prend toute l'eau. Alors, les plantes envahissantes deviennent intéressantes pour ce genre d'endroit-là parce que c'est à peu près les seules plantes qui vont pousser. Donc, ils vont être capables de compétitionner avec les racines de l'arbre. Donc, alors ça, c'est vraiment un exemple super, parce que c'est vraiment ça, le trottoir de béton, trottoir du voisin, la maison, le trottoir de la rue. Alors, c'est vraiment idéal pour ce genre d'emplacement-là. Puis c'est pas mal le mieux qu'on peut faire dans une situation comme ça, là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, avec un gros arbre au milieu de tout ça, là, qui absorbe tout, c'est vraiment difficile de planter des petites annuelles et tout ça. Fait qu'on est mieux d'y aller couvre-sol puis quelque chose de relativement simple. Donc, on enchaîne avec les voisins. Bon, les voisins. Fait que là, j'ai vraiment exagéré ça, là. Donc, alors c'est sûr que parfois on a des bons voisins, parfois des moins bons. Bon, ça arrive, là, on ne reviendra pas sur ce détail-là. L'idée avec les voisins, c'est de créer de l'intimité. C'est d'être capable d'avoir un coin dans notre jardin où on peut s'installer puis vivre tranquille. Là, c'est sûr, c'est la haie classique, mais ça, c'est pas toujours possible en ville. Donc, mais on peut cacher nos voisins de 2 façons. Là, j'ai pas d'exemple urbain, fait que je vous ai apporté une maison banlieue, mais la première, c'est les arbres. OK? Un arbre, parce que vous avez des arbres colonnaires, donc des arbres qui sont très, très hauts et très étroits, je vais vous en montrer. Donc, et un arbre bien placé, ça peut faire disparaître l'univers. Donc, c'est vraiment... puis ça, c'est le fun. On prend juste un manche à balai, là, puis là, on se promène sur le terrain, puis là, on a quelqu'un d'autre qui est sur la terrasse. On dit, OK, je veux cacher ce voisin-là. Je m'assieds sur la terrasse, puis je regarde, puis là, je demande à quelqu'un de se promener avec le manche à balai sur le terrain, puis dire, si tu es ici, non, tasse un petit peu, OK, comme ça, recule, OK, oui, c'est là. Et c'est là qu'il faut planter l'arbre, exactement là. Donc, et ça, c'est juste, tu sais, des fois, là, c'est juste une petite affaire que si tu le plantes juste un petit peu à gauche, là, tu ne l'as pas caché ton voisin.
Donc, placez vos arbres de façon judicieuse et sensée et intelligente. Donc, ça, c'est déjà en partant, là, vous fait faire disparaître 6 voisins avec un arbre bien placé. Donc, même un petit arbre de ville, donc, c'est possible de le faire. Donc, ça, les arbres, là, vraiment, voyez la fenêtre, vous voyez comme la fenêtre du deuxième, l'axe avec la fenêtre du deuxième. Donc, finalement, de cette fenêtre-là, cette personne-là, quand elle regarde par la fenêtre, elle ne voit pas son voisin de l'autre bord de la rue, elle voit des feuilles. Donc, alors, il y a tout ça. Donc, il y a de l'intimité dans cette pièce-là du deuxième, juste par la plantation d'un arbre. Ça aurait été mieux un conifère, là, mais... Donc, voilà. L'autre chose aussi, c'est tout ce qui est terrasse, construction. En ville, souvent, on a des législations, on a des lois pour la hauteur des clôtures. Donc, votre clôture, on va dire, OK, elle n'a pas le droit de faire plus que 6 pieds ou elle n'a pas le droit de faire plus que 8 pieds. Donc, il y a une limitation. Mais les constructions que vous faites à l'intérieur de votre terrain, ça, il n'y en a pas de limite. Fait que souvent, quand on est capable de bâtir une pergola ou une tonnelle ou un gazebo, donc à l'intérieur, là, on peut monter un peu plus haut. Et on peut aussi, en le positionnant de façon judicieuse, avec des écrans, soit des écrans de latte, des treillis, plantes grimpantes, donc on peut réussir à cacher puis à se faire un petit mur, là, vraiment un petit 3 murs à 3 côtés en plantes, donc à l'intérieur duquel on est complètement isolé du reste de la terre. Donc, alors ça aussi, c'est de regarder, bon, bien, si je me mettais une structure ici, des fois, ça peut être juste un écran, 2 poteaux avec un treillis dans le milieu, puis juste de la façon qu'il va être placé, ça va nous couper complètement de l'univers. Donc, ça aussi. Et généralement, ces terrasses-là, on a tendance à les installer dans le fond du terrain le plus possible, parce que c'est comme ça qu'on bloque le plus possible qu'est-ce qui est de l'autre côté. Donc, vous voyez ici tous les balcons, toutes les fenêtres qui n'ont pas accès, qui ne voient pas les gens quand ils sont en train de manger dans la pergola. Ah, maintenant, on arrive au sol. Bon, là, le sol, ça, c'est un gros enjeu en ville. Pour avoir planté en ville, je le sais, là, parfois, on creuse puis on trouve toutes sortes de choses, du béton, des roches, des fois un petit peu impressionnantes, là. Donc, ce sol-là, on a 2 options. La première option, qu'est-ce que c'est cette photo-là? Je ne la vois pas bien. Ah oui, ça, c'est une plante, c'est du gazon mort séché. C'est pour vous dire que si on ne prend pas soin de son sol, puis là, je vais insister là-dessus, que le sol, c'est la base puis c'est la vie, c'est vraiment, vraiment important. Donc, souvent, les gens vont faire « le sol n'est pas beau », ils mettent 5 cm, puis après ça, bien, on va mettre du gazon, et là, ça ne sera jamais du beau gazon, ça ne sera jamais intéressant. Donc, prendre soin de son sol qui est en dessous, avant tout, c'est super important. Donc, la première option, c'est de travailler avec son sol existant, puis c'est l'option que je préfère. Donc, les sols qui sont très, très lourds, très argileux, donc ça va être un travail à long terme. OK? Je vous le dis, prendre un sol urbain, là où il y a eu un changement d'huile de ton ancien propriétaire là, pendant des années et tout, là, prendre un sol comme ça, là, qu'on part de très, très loin, ça peut prendre 5 ans de travail de sol avant de ramener comme ça de la biologie puis de la vie dans le sol, puis d'avoir un niveau de croissance qui va être intéressant. C'est un travail à longue échelle. Donc, il ne faut pas se décourager la première année si on plante là-dedans, puis « Oh, les plantes ne sont pas belles. Oh, mon Dieu, ça a été tough. » Il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment recontinuer, recommencer, retravailler son sol jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de vraiment le fun. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ici, vous voyez, c'est vraiment de la grosse argile. Fait que là, on a travaillé le brandy. Donc, avec le brandy qu'on incorpore, ça amène un petit peu de porosité au sol. L'enjeu avec le brandy, bien sûr, c'est quand il se décompose, il consomme de l'azote. Fait que là, il faut penser, OK, mais mon sol est privé d'azote parce que fait qu'il faut un peu tout rééquilibrer en apportant un peu plus d'azote pour que les plantes soient bien. Puis le compost, je veux dire ça, le compost, c'est sans arrêt. Là, je veux dire, mon sol est sablonneux, qu'est-ce que je fais? Mets du compost. Mon sol est lourd, qu'est-ce que je fais? Mets du compost. Donc, mon sol est moyen, il est beau, qu'est-ce que je fais? Mets du compost. Donc, on en met du compost. Donc, bon, c'est pas plus que 20 ou 30 là, de compost dans son sol. À un moment donné, il y a des limites. Là, on ne veut pas se ramasser avec les terres noires de Saint-Rémy. Mais le compost, c'est vraiment un agent important, donc qui va améliorer la qualité du sol. Et ce qu'on veut, c'est un sol qui travaille, qui draine, donc l'eau ne s'accumule pas. Puis on veut un sol vivant, parce que ça, c'est la partie qu'on ne voit pas quand on ramasse une poignée de terre dans ses mains. On voit des petites graines, des moyennes graines, puis après ça, on ne voit pas les micro-organismes, mais c'est les micro-organismes qui vont faire que vos plantes vont être heureuses, parce que c'est eux qui décomposent toutes ces affaires-là pour que les plantes puissent les manger. Donc, la vie du sol, elle est archi importante. Elle est vraiment, vraiment primordiale.
Donc, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, on arrive dans des sols absolument exécrables, où c'est carrément du gravier, du trois quarts. Là, dans ces situations-là, on aura beau travailler, ça va prendre vraiment longtemps. Là, on est rendu à l'étape où peut-être que c'est mieux d'excaver, de sortir cette terre-là, et puis de ramener comme ça, de réimporter de la nouvelle terre, donc la bonne terre de plantation, enrichie de compost et tout et tout. Fait qu'il y a une extrême, à un moment donné, à ce qu'on peut faire, à travailler un sol. Là, il y a une limite, là, quand le sol est vraiment trop malade, c'est ça. Donc, voilà. Et il n'est carrément pas de sol. Donc, ceux qui ont de l'asphalte, ne vous découragez pas, parce que c'est faux de dire qu'on ne peut pas jardiner si on a asphalte mur à mur. Premièrement, la nature, elle est vraiment capable. Je vous fais une mini-plug d'un super organisme donc, qui travaille ici dans la région de Montréal, qui s'appelle Crack Bitume. Je ne travaille pas pour eux autres rien, c'est vraiment une plug gratuite. Et Crack Bitume, leur mission, c'est un peu ça, d'une certaine façon, de venir enlever de l'asphalte. Alors, eux, leur mission, c'est de déminéraliser le milieu, donc enlever de l'asphalte pour pouvoir faire des poches de plantation. Fait qu'ils travaillent beaucoup en partenariat avec les jardins communautaires, les ruelles vertes, donc ils créent des jardins communautaires dans des endroits où on n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible. Donc, alors c'est un super cool organisme pan-canadien, donc qui fait ça, donc qui arrache. Vraiment, sa mission, c'est les cours d'école. Il va arracher de l'asphalte dans les cours d'école pour remplacer ça par des plates-bandes. Donc, vraiment des belles missions. Et bien sûr, l'autre façon de jardiner, donc, quand on n'a pas d'asphalte, c'est... Puis qu'on se dit, oh mon Dieu, arracher de l'asphalte, mettre de la terre, c'est une job. Bien, on bâtit par-dessus. Alors, on fait des bacs surélevés. Donc, avec du bois récupéré, bois de palette, là, c'est facile. Trouver des palettes à donner, là, il y en a partout. Vous faites le tour des ruelles, vous faites le tour des commerces, des quincailleries, là, puis vous allez en avoir des palettes. Donc, c'est facile de trouver du bois pour se bâtir des bacs surélevés, donc à l'intérieur desquels on va planter. Un bac qui doit faire minimum 45 cm de profondeur. Donc, ça nous prend un minimum de profondeur pour avoir du sol pour l'enracinement, que ça ne sèche pas trop vite. Donc, si vous faites quelque chose de 10 cm, ça va sécher comme rien, les plantes ne seront pas heureuses. Alors, ça nous prend un volume de terre. Et là-dedans, bien, on se met de la belle terre, du bon compost, des engrais, donc granulaires, tout ça pour vraiment stimuler la vie. Ensuite, les bacs surélevés. Alors ça, il y en a de plus en plus. Il y a des organismes, beaucoup d'organismes communautaires qui en fabriquent, donc des bacs communautaires, des bacs surélevés. Donc, alors ça aussi, c'est une autre façon, sur un balcon ou dans des endroits où il y a de l'asphalte, de dire, ben tant pis, tu sais, les smart pots, ça, on peut se faire un fou jardin avec les smart pots, juste un paquet de smart pots sur de l'asphalte, puis on se part un jardin incroyable, ça n'a juste pas d'allure, là, c'est comment qu'on peut ramasser de légumes là-dedans, c'est épeurant. Donc, alors voilà, fait que bac surélevé, ça peut être une autre option quand on n'a pas possibilité de creuser avec une pelle ou une truelle. Et enfin, bien sûr, le jardinage sur balcon, donc les pots, comme je le disais, je l'ai dit tantôt, mais des gros pots. Prenez des gros pots, ça c'est super, là, ce qu'ils vous donnent aujourd'hui, là, c'est magnifique, vous êtes vraiment chanceux, c'est un super beau format. Donc, alors, tu sais, des gros pots, des gros contenants, parce que plus il y a de volume de terre, moins ça va sécher vite. Et moins ça sèche vite, bien moins on est obligé de lâcher sa job pour arroser 3 fois par jour. Donc, alors, idéalement, on essaye d'arroser une fois le matin quand on part travailler, puis une fois le soir, puis ça devrait être assez. Là. Donc, donc, des gros contenants vont nous permettre ça. Ah, mais. Là, vous me dites, jardiner en ville. Julie, qu'est-ce que tu connais au jardinage en ville? Tu ne nous as pas parlé de cette chose. Cette chose à 4 pattes. Et il est de taille, donc, hein, c'est incroyable. Alors, oui, lui! Ah, sérieux! Non, mais là, je vous raconte une anecdote que j'ai le droit de vous raconter parce que ma fille reste ici dans Rosemont et puis elle a un magnifique smart pot comme ça que maman lui a donné, bien sûr, il y a quelques années pour jardiner sur son balcon. Et ce printemps, ma fille arrive en catastrophe et dit « Maman, les écureuils ont tout arraché mes légumes, tu sais, les laitues, tout ce qu'elle a semé, planté, c'est tout arraché. » Là, je dis « Ah ben là, c'est sûr, ben oui, c'est les écureuils, hein, c'est coudonc, c'est la vie. » La semaine d'après, « Maman, il y a un trou dans mon smart pot. » Là, « Ah ouais, il y a un trou, c'est intéressant. »« Maman, il y a un écureuil qui niche dans mon smart pot. » Alors, l'écureuil a carrément fait son site de nidification dans le smart pot. Et il est devenu agressif, donc ce qui a fait que ça a été impossible de sortir sur le balcon de tout l'été à cause que l'écureuil était là. Donc, il y a eu 3 bébés donc, dans le smart pot. Alors, méfiez-vous, watchez vos smart pots.
Ouais, laissez pas les écureuils s'installer trop confortablement. Mais bref, oui, c'est des petites vermines. Donc, ils sont coquins. Ils sautent dès qu'ils ont accès. Tu peux avoir un balcon qui n'a pas d'escalier, mais s'ils sont capables de partir d'un arbre puis de sauter sur ton balcon, ils vont y aller. Ils sont... Ah, c'est incroyable. Là, je vous le dis... tout a été essayé, hein? Là, les cheveux humains, les poils de chien, le savon Irish Spring, les CD, les disques compacts attachés sur des cordes, les assiettes d'aluminium qui cognent ensemble. Vous avez tous passé par là, n'est-ce pas? Qui a essayé quelque chose de chouette, là, à part... Du poivre de Cayenne, oui, poivre de Cayenne. Un chien, ah ouais, un chien quand même, ça fait bien la chose, oui. C'est ça. Les ricins, donc la boulamite, mon Dieu, les histoires qu'on entend. Oui, la rue, bon, OK, tout ça, là, on va se le dire, hein, bon, mis à part peut-être le chien qui peut être un petit peu plus wouf-wouf, mais le reste, ça fonctionne pas vraiment, vraiment bien. Hein. C'est comme des trucs qui plus ou moins fonctionnels. Un que j'aime bien, moi, qui fonctionne pour les bulles de tulipes, c'est, en fait, c'est les engrais Actisol. Là, je vais plugger une marque, je m'excuse, mais les engrais Actisol, c'est une compagnie d'engrais qui est reconnue pour l'agriculture bio. Et l'azote qu'ils mettent, le premier chiffre, l'azote, c'est de la farine de sang séché. Et la farine de sang séché, ça éloigne les écureuils. Donc, quand on plante des bulles de tulipes, on met ça. Puis généralement, les écureuils ne les déterrent pas. Puis là, je dis généralement parce que, bien sûr, à chaque fois que je le dis, il y a quelqu'un qui se lève sa main et qui dit « Mais je l'ai fait chez nous, puis ils ont déterré les écureuils quand même, merci. » Je vous attendais. Donc, alors oui, donc ça marche, mais pas toujours, donc effectivement. Mais ça a quand même cet effet-là d'être un peu répulsif. Là, je vais vous le montrer, OK? Je vous donne le truc ultime. Là, vous ne l'aimerez peut-être pas, mais c'est ça. C'est la seule chose à faire, d'accord? C'est la fameuse construction. Encore une fois, on va chercher du bois de palette pas cher dans le quartier. Et puis, on se fait une construction. Donc, on se bâtit une cabane à légumes avec une porte. Puis là, on ne met pas du filet en plastique là-dessus. Là. Non, non, non. On met de la broche à poules. Donc, on va chercher du grillage métallique. Puis là, on se fait une belle construction, brochée, toute bien solide. Et c'est à peu près la seule façon de cultiver des légumes en ville sans qu'il... Puis là, il manque un détail sur mon dessin, c'est qu'il n'y a pas de toit. Donc, parce que bien sûr, voyons donc, hein? Donc, alors, ça prend un... Bien souvent, quand on est sur le balcon, on peut monter ça jusqu'au balcon du deuxième, tu sais, puis s'installer quelque chose, une structure comme ça, dans un coin. Donc, alors, c'est la seule façon. C'est pas super esthétique. Bien, tu sais, un coup qu'il y a des petits pois qui vont monter là-dessus, des petits pois, les haricots, donc on fait grimper des trucs, ça va être un petit peu plus joli. Mais c'est vraiment la seule façon que je connais qui fonctionne. Et j'ai vu, vous avez le concours ici, mais j'ai déjà été classificatrice, moi, pour juge pour Verdun. Et puis, dans l'arrondissement Verdun, j'ai vu beaucoup de balcons comme ça, avec des belles petites cages, puis les légumes étaient... très, très beau, impeccable, vraiment joli. Donc ça, une cloche, ça peut être une genre de cloche en grillage qu'on met par-dessus son smart pot. Donc, il faut patenter quelque chose. C'est vraiment... et c'est la seule façon de les contrôler, de les éloigner. C'est une barrière physique. Il existe aussi un machin, mais ça aussi, c'est plus rigolo que d'autres choses, mais ça s'appelle un... il appelait ça un scarecrow, mais c'est un gicleur avec un détecteur de mouvement. Puis là, ben, quand l'écureuil passe, ça part là. Puis là, les écureuils n'aiment pas ça, donc ça les fait fuir. Puis en même temps, ça arrose ton jardin à chaque fois qu'un écureuil passe. Mais à Montréal, c'est comme ça va arroser sans arrêt. Là, ça va être... C'est ça. Donc, ça existe aussi. Donc, des petits gicleurs à détecteur de mouvement. Là, je vais prendre... dites-moi combien de minutes? 2 heures. Go! Pas de problème. Un 10-15 minutes? OK. Fait qu'un 10-15 minutes de photos. Fait que là, j'ai apporté comme photos urbaines de jardins en ville pour comme vous donner des idées, vous inspirer, qui viennent un peu rejoindre un peu tout ce dont j'ai parlé là. Donc, alors, dans la boîte à idées. Alors, là, je vais falloir que je regarde ici parce que je vois pas... Ah oui, ça, c'est l'arbre colonnaire. Donc là, c'est pour vous dire... Il n'y a pas de prétexte pour ne pas planter un arbre. Ça, moi, je suis une amoureuse des arbres. J'arrête pas. La première chose que, quand je suis consultante... Où est-ce qu'on va planter un arbre? Puis là, ben non, il n'y a pas de place. Oui. Il y a toujours une place pour planter un arbre. C'est immanquable. Alors, vous voyez ici, c'est un petit carré dans le trottoir. C'est tout petit, c'est minuscule. Il n'y a pas d'espace, mais on a réussi à planter un beau colonnaire. Fait que c'est ça, je vous dis, un arbre colonnaire. C'est un arbre qui pousse naturellement à la verticale. On ne le taille même pas. Il pousse comme ça. Donc, ça, c'est un érable de Norvège.
Alors ça, c'est vraiment super pour les jardins urbains parce que ça va t'amener de la hauteur. Regardez, il monte presque jusqu'au 3e étage facilement. Donc ça, c'est le fun pour le balcon du 3e d'avoir cette espèce de petite verdure-là, ce petit feuillage-là qui cache un peu du voisin d'en face. C'est chouette. Donc, alors, il n'y a pas de raison de ne pas planter un arbre en ville. Donc, oui, aussi. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas un arbre ouvert. Après un arbre comme ça, fait que le jump, il faut s'assurer que le saut est un peu loin. Vous voyez ici, même si c'est en ville, donc c'est vraiment en ville, mais c'est les maisons un peu plus cossues. Mais vous voyez qu'il y a 30 cm de plate-bande, ce monsieur-là, entre sa piscine creusée et la clôture. C'est pas une grosse plate-bande très large, mais là-dedans, il y a quand même des pommetiers. Vous voyez des pommetiers colonnaires, les plus gros. Puis à côté, les plus petits, c'est des chênes. Donc, un chêne chêne anglais fastigié. Donc, et vous voyez qu'avec ça, avec le temps, il va se faire une haie complète qui va lui apporter vraiment beaucoup, beaucoup d'intimité, donc dans sa piscine. Parce que là, présentement, tu peux quasiment comme jumper du balcon du voisin, sauter dans la piscine, donc tellement c'est proche. Alors, donc, avec des arbres colonnaires. Ici, c'est pour vous montrer que les jardins de ville, on les aime pas de gazon, donc on n'est pas obligé d'avoir de la pelouse à Montréal. On peut carrément tout arracher la pelouse, puis y aller vraiment juste avec des beaux jardins foufou. Ça, c'est un super petit jardin parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se mangent là-dedans. C'est vraiment un jardin gourmand là, que tu te promènes, puis de la ciboulette, des bleuets, des vignes à raisin. Puis, donc, il y a plein de choses qui se mangent. Pas de pelouse, des petits sentiers étroits, un dédale, c'est pas gros, mais un coup que tu rentres là-dedans, c'est comme tu es dans un labyrinthe. Puis pourtant, c'est tout petit, donc on s'y perd facilement. Alors, c'est super chouette, c'est vraiment intéressant pour un jardin urbain. On peut aussi quand même se donner une thématique, donc quand on travaille dans le jardin urbain, donc ici, petite cour de ville, où on a réussi à donner une petite touche inspiration asiatique. Donc, jardin d'inspiration asiatique, donc avec un peu plus de pierres, des rondins de bois, des matériaux naturels, un petit jardin d'eau, alors, on peut jouer un peu dans les thématiques, même si c'est des petits jardins de ville, on peut donner un thème très, très fort à son jardin. Celle-là, c'est pour montrer de ne pas avoir peur d'occuper l'espace, parce que ça, puis ça, je le vois souvent, je vais vous montrer l'autre photo. Donc, on a souvent tendance à faire, moi j'appelle ça des plates-bandes en tuyau. Donc, c'est la petite plate-bande de 30 cm de large qui longe le trottoir, longe l'entrée, longe la maison. Plus un petit 30 cm. Alors, en ville, on peut comme, exploser. Là, on peut comme, ça peut déborder. On peut occuper un peu plus de volume. Donc, élargir ces plates-bandes. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Puis, ça fait un terrain de jeu beaucoup plus fun parce qu'on a de quoi faire une composition au lieu de faire une petite ligne de bégonia. Puis, c'est tout. Parce qu'on n'a pas plus large que ça. Alors, n'hésitons pas à décoller les plates-bandes des sentiers et des maisons. Ici, bien sûr, le coin détente. Non, mais checkez ça, on veut tout ça dans son jardin. Ah, on en a 2. Wow! 2 coins de tente. Mais mon Dieu, je m'en vais chez vous tantôt, moi. Donc, vous voyez, la petite pierre, une petite pierre récupérée, des briques récupérées. Donc, et puis là, on s'est fait un petit coin, donc avec le petit coin hamac, donc pour se reposer. Alors, puis quand même une belle, on profite du garage du voisin. Donc, alors ça, tout ça, c'est super intéressant. Celle-là, j'essaie de voir. Ah oui, ça, c'est magnifique. Ça, c'est des blocs appartements HLM et compagnie, donc habitation. Il n'y a aucune raison pour ne pas jardiner. Alors ça, c'est une dame qui a commencé par s'approprier son jardin et qui, après ça, s'est approprié la pelouse en avant de son jardin jusqu'au mur de ciment. Et après ça, qui s'est approprié. Puis, écoutez, ça finit que c'est beau pour tout le monde. Elle est sur le bord de la porte d'entrée. Tout le monde qui habite dans ce bloc-là a l'impression de vivre dans le plus beau bloc de l'îlot, hein, parce que ce sont souvent 4-5, là, des comme ça. Donc, le plus beau bloc, c'est celui-là. Tout le monde veut rester dans ce bloc-là. Pourquoi? Parce que c'est beau et c'est fleuri. Donc, vraiment important, tout ça. Puis là, j'allais-tu en plus gros, ça? Oui. On ne voit pas super bien, mais ça, c'est sur le côté de son balcon. Alors, le côté de son balcon, elle a mis des branches. Fait que c'est juste des branchages qui viennent créer un écran. Fait que là, les gens qui rentrent dans le bloc ne voient pas sur son balcon. Fait qu'elle, quand elle est là à boire un petit thé, elle ne voit personne. Donc, elle a réussi à créer son petit îlot d'intimité avec pas grand-chose. Vraiment, là, c'est vraiment super, ça.
Donc, évidemment, on exploite tout, même les toits. Donc, ici, c'est un garage qu'on a réaménagé en toit, en potager végétal. Bien sûr, ça implique toute une visite d'ingénieur, ingénierie pour la structure, pour s'assurer que la structure peut supporter le volume de terre et plus l'eau, surtout. Donc, on ne fait pas ça de façon instinctive et naturelle. Donc, il y a tout un petit processus à faire avant. Mais un coup que c'est beau et que c'est éprouvé, bien, ça nous fait un espace. Fait que là, c'est la personne du 2e étage qui a accès à ce jardin-là, donc, sur lequel ils peuvent cultiver des légumes. Alors, c'est vraiment un potager sur un toit de garage avec des dalles de patio cassées récupérées pour faire le sentier. Donc, mais vraiment un beau potager. Plein soleil, c'est vraiment parfait pour faire pousser les légumes. Donc, ça prend une petite installation, mais c'est possible. Ici, petit. Eh, mon Dieu, c'est tout petit, cette affaire-là. Ça mesure 1 mètre de large. Donc là, c'est le long de la clôture frost. Et il y a du légume là-dedans. C'est incroyable. Regardez comment c'est dense. Il y a full de plantes. C'est vraiment beaucoup de plantes. Très, très dense. Donc, puis il y a de tout. Il y a de la rhubarbe, des framboises, des poivrons. Vraiment, dans peu d'espace, on cultive beaucoup. Alors ça, c'est avec un bon sol. Fait que ça, c'est un sol qu'on travaille, puis à un moment donné, ça paye, ça donne ça. Donc, ici, j'aime bien, c'est un cas où la maison est carrément dans le bout de la ruelle. Ça veut dire que lui, dans sa cour, il n'y a pas de cour dans la ruelle. Sa cour, elle est devant, elle donne sur la rue. Et ce que j'aime bien de ça, parce que c'est très long, c'est comme un corridor qui est très, très long et très étroit jusqu'à la maison, c'est juste le petit croche. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait tchoup, le sentier continue. Donc, et ça vient briser cet effet de « Oh mon Dieu, c'est donc bien loin, rentrer à la maison. » Donc, ça vient casser cette espèce de vue-là. C'est tout simple, donc, de détourner comme ça. Puis, grâce à son mur un peu de vigne vierge ou de vigne à raisin, je ne vois pas très bien sur la photo, mais ça lui fait une petite cour quand même en façade, des endroits où il peut s'installer. Et même si sur la rue, puis tout le monde passe, il y a un petit coin tranquille devant sa maison. Cacher des choses laides, donc avec les plantes, bien sûr, le barbecue, les thermopompes, la pompe à air climatisé et quoi d'autre, que sais-je, là, pompe à gaz. Donc, évidemment, il faut devenir en jardinage urbain des experts du camouflage de choses laides, donc avec des écrans, avec des plantes, donc on va pouvoir cacher comme ça toutes sortes de choses. Voilà. Puis là, ici, je vais finir avec celle-là. Petit rouleau, ça c'est un rouleau de branches, ça s'achète, donc du beau rouleau de branches. Et ici, ce qu'on a, c'est un balcon qui arrive à peu près à 4,5 pieds de hauteur, donc son patio. En dessous, c'est son cabanon. C'est tellement petit qu'il n'y a pas d'espace de rangement, c'est le cabanon. Donc, on déroule cette espèce de rouleau de branches-là qu'on taille à la bonne hauteur. Ça devient un écran qui est très joli, qui est très esthétique et qui permet comme ça de ranger les brouettes, la terre, tout ce qu'on a besoin pour jardiner. On le cache en dessous, mais ça reste quand même beau, esthétique, donc il est camouflé derrière l'écran visuel. Donc, voilà. Oui, c'est pas mal ça. OK, ça va être celle-là, la dernière. Donc, ici, petite cour de ville où on a eu de la place quand même pour installer un pavillon de jardin. Donc, petit sentier qui mène au pavillon. Le petit coin détente que je trouve vraiment charmant et mignon, donc pour s'asseoir. Et vous voyez la plate-bande à votre droite qui est très, très étroite, encore une fois, donc qui est là, donc avec les sorbiers, donc des sorbiers colonnaires, encore une fois, puis les belles plantes d'ombre. Donc des jeux de couleurs, hein, même si on est à l'ombre, c'est sûr qu'il y a moins de floraison à l'ombre, mais juste avec des jeux de feuillage, de gris, de doré, de panaché blanc, on peut faire vraiment de très, très belles choses dans les jardins d'ombre. Alors voilà. J'arrête là, j'arrête. Il faut que j'arrête, OK. Donc, j'en ai mis comme vraiment beaucoup. Puis là, j'étais comme, il faut que je leur montre ça, mais là, il faut se limiter parce que c'est le temps de recevoir des prix, puis vous allez être très heureux de tout ça. Alors, je conclue là-dessus. Le bruit de l'eau pour enterrer le bruit de la ville. Pensez-y. Je vous laisse là-dessus. Fait que je vous remercie de votre écoute. Puis, bonne soirée, puis bravo tout le monde.